Alerte sanitaire, mais médiatique. Antivirus, Ebola, on en a parlé beaucoup ces temps-ci. Je voulais prendre le temps de partager avec vous ma réflexion sur tout ça. Début mai 2026, les médias ont commencé à beaucoup parler d'un nouveau virus, l'hantavirus. Et très rapidement, ça a complètement balayé l'alerte précédente, qui concernait la méningite en Angleterre. On avait pourtant aussi beaucoup entendu parler de cette méningite dans les médias officiels entre le 18 et le 25 mars 2026. Et pas si longtemps, Et puis du jour au lendemain, plus personne n'en parle. Mais le plus intéressant, c'est que même l'hantavirus n'a pas tenu longtemps. Il s'est très vite fait éclipser par le retour d'Ebola. À partir de la mi-mai 2026, les médias ne parlent quasiment plus que de ça. Et cette fois, l'OMS a déclaré l'alerte sanitaire. C'est la dernière grosse alerte en date. Ça me rappelle forcément ce qu'on a tous vécu entre 2020 et 2022 avec le Covid. L'OMS avait cette fois-ci déclaré un état d'urgence à l'époque. Et pendant cette période, en mai 2022 exactement, on a eu le fameux premier cas de monkeypox en Angleterre. Vous l'avez oublié, Pas moi. Celui-là, les médias, ils en ont beaucoup parlé, plus longtemps que l'hantavirus ou la méningite. Il a eu son heure de gloire de fin mai jusqu'à juillet 2022. Pourtant, même lui n'a pas eu droit à un état d'urgence sanitaire ou alerte sanitaire de la part de l'OMS. Ce qui m'a particulièrement interpellé dans toute cette histoire, c'est un discours qui revenait régulièrement dans les médias pour l'hantavirus. Quand on en a parlé du premier cas d'hantavirus sur le bateau, avec les quelques décès qui ont suivi, 3 je crois, on a entendu souvent ce genre de commentaires. Ils auraient quand même pu laisser tout le monde sur le bateau et envoyer un bateau médical pour éviter que ça propage partout dans le monde. C'est pas faux. Mais c'est après. Ils enchaînaient presque toujours avec « mais bon, c'est normal ». Parce qu'il n'y a pas d'organisation internationale qui peut imposer les mêmes règles sanitaires à tous les pays. Chaque pays a ses propres lois et ses propres règles. C'est une bonne question, la question de, évidemment, sur le plan épidémiologique, l'idéal, ça aurait été effectivement de les confiner sur le bateau. D'abord, il y a la dimension humaine. Je ne pense pas qu'il y ait un règlement international qui permette de le faire, premièrement. Contrairement à ce qui s'est passé, rappelez-vous, avec le Covid, le Diamond Princess et autres bateaux, ça aurait été évidemment l'idéal. Là, le dispatching dans les pays, donc ça veut dire que les personnes contacts et les patients sont soumis au règlement des pays et sans aucun contrôle international possible. Il faut être très clair, c'est pas l'OMS qui va faire ce boulot. C'est exactement à ce moment-là que j'ai tiqué. On est en train de préparer doucement l'opinion publique à l'idée qu'il faudrait une autorité sanitaire internationale plus forte, capable d'imposer des règles à l'ensemble des pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler clairement, l'OMS n'a aucun pouvoir de décision. Elle ne peut que conseiller, suggérer et alerter. Ce sont les gouvernements nationaux qui gardent la main et qui décident de suivre ou non ces recommandations, voire d'en inventer quelques-uns. Oui, plutôt. Pour moi, cette succession rapide d'alertes sanitaires depuis le Covid, monkeypox, hantavirus, Ebola maintenant, to be continued, on verra bien la suite, n'est pas un hasard. Tout ça semble suivre un seul et même ordre. Habituer les gens à la peur, réactiver l'émotion forte qu'on a connue pendant le Covid et progressivement pousser vers le plus de pouvoir pour l'OMS. La peur de mourir est extrêmement puissante. Elle touche tout le monde, quel que soit son statut social, quel que soit l'argent qu'on a sur son compte. On l'a bien vu pendant le Covid, cette peur fonctionne beaucoup mieux que n'importe quel autre argument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas vraiment l'avis des citoyens pour donner plus de pouvoir à l'OMS. Au contraire, en répétant ces vagues d'inquiétudes sanitaires, on finit par faire en sorte que les gens eux-mêmes réclament des solutions plus fortes. Pass sanitaire, obligations, restrictions, etc. Changement de définition, changement d'objectif. Autre point important que je voulais aborder, entre 2019 et 2021, l'OMS et le CDC, Center for Disease Control and Prevention, donc en gros le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis, ont changé discrètement les définitions officielles de certains mots-clés. En 2019, sur le site de l'OMS, ces définitions disaient à peu près ceci. Pour la vaccination. Inoculation d'un vaccin dans le but de, et retenez bien ça, produire une immunité. Si vous voulez mettre pause pour lire les
définition qui est affichée, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vaccin. Matériaux contenant des micro-organismes vivants, atténués ou inactivés, en gros tués, ou des constituants de micro-organismes capables de provoquer une protection contre l'infection. C'était pour le vaccin. En 2026, sur le site de l'OMS, la vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de se protéger des maladies dangereuses avant même d'y être exposé. Elle met à profit les défenses naturelles de l'organisme pour développer une résistance à des infections spécifiques et renforcer le système immunitaire. Le vaccin incite le système immunitaire à produire des anticorps, etc., etc. Tout le reste, c'est pas plus important. Le plus important, je l'ai cité. On peut noter là la différence qu'il y a entre les deux définitions. Elle porte en fait sur le fait de produire une immunité, donc une protection complète. Et ça, c'est en 2019. Mais celle de 2026, elle se focalise juste sur le fait de renforcer le système immunitaire attendant une réponse immunitaire. Ça ne promet pas en aucun cas une immunité complète. Ça laisse la porte ouverte à la possibilité à ce que les vaccins, entre guillemets, produits ne soient pas efficaces, malgré les adjectifs qualificatifs inscrits dès la première ligne. Simple, sûr, efficace. Ensuite, c'est au tour du CDC. Là, il y en a quelques-unes par année, en fait. Je vous mettrai les liens en description de toute façon pour aller les voir. Le 1er juillet 2019 était inscrit pour la définition de vaccin. Un produit qui produit l'immunité, protégeant ainsi le corps contre la maladie. Les vaccins sont administrés par injection, bref, le reste on s'en fout. Ensuite, on passe à 1er septembre 2021. C'est là où effectivement il y a eu beaucoup de personnes qui se sont aperçues de changements de définition comme ça, pendant la 2e année du Covid d'ailleurs. Je crois que c'était la première année de distribution de vaccins. C'est important. Donc, 1er septembre 2021, pour le mot vaccin. Un produit qui stimule le système immunitaire d'une personne pour produire une immunité contre une maladie spécifique, protégeant ainsi la personne contre cette maladie. Les vaccins sont généralement administrés, on s'en fout, c'est par aiguille et tout ça, il le précise de quel moyen on peut administrer. Il y a aiguille, par voie orale et pulvérisé dans le nez. Bref, ça c'est donc la fameuse différence en 2021. 2e année de Covid. Maintenant, le 16 août 2026. Voilà. Définition du vaccin. Suspension de micro-organismes vivants, généralement atténués ou inactivés, par exemple bactéries, virus, de fractions de l'agent ou de matériel génétique administré pour induire l'immunité et prévenir les maladies infectieuses et leurs séquelles. Certains vaccins contiennent des antigènes hautement définis, par exemple le polysaccharide de Haemophilus influenza type B ou l'antigène de surface de l'hépatite B. Et d'autres ont des antigènes complexes ou incomplètement définis, par exemple Bordetella, coqueluche, antigène ou virus vivant atténué. Là, on peut noter qu'en 2019, le vaccin protège d'une maladie spécifique, il produit une immunité complète, donc efficace. En 2021, il provoque une réaction immunitaire, il n'en produit plus. L'immunité n'est pas forcément complète. Et en 2026, on énumère les différents composants des contenus des vaccins. Enfin, vaccin entre guillemets. Alors, d'un virus vivant, on connaît, atténué, on connaît, ou inactivé, ça aussi on connaît. Mais il peut contenir aussi du matériel génétique ou une fraction de l'agent pour finir sur de l'antigène. Petite pensée pour les thérapies géniques utilisées durant la période Covid-19 à grande échelle. Toujours sur le site du CDC, de 2019 à 2021, j'ai pas été plus loin que 2019, le mot immunité avait cette définition. Protection contre une maladie infectieuse. Si vous êtes immunisé contre une maladie, vous pouvez y être exposé sans être infecté. Intéressant, hein? Ensuite, en 2026, immunité toujours. Protection contre une maladie.
Il existe deux types d'immunité, passive et active. L'immunité est indiquée par la présence d'anticorps ou d'autres composants dans le sang et peut généralement être déterminée par un test laboratoire. Point, j'ai fini. Et là, on peut noter que ça ne garantit pas de ne pas être infecté même si on est vacciné. Apparemment, en 2019, ça allait, mais en 2026, ça va plus. Ça me rappelle quelques trucs, c'est fou, hein. Et ensuite, on passe sur le terme immunisation. En 2019, processus par lequel une personne se protège contre une maladie grâce à la vaccination. Ensuite, en 2026, processus consistant à devenir immunisé ou résistant à une maladie infectieuse, généralement par l'administration d'un vaccin. Cela implique qu'un vaccin déclenchera une réponse immunitaire. Là, on est passé de protège contre une maladie à résistant à une maladie infectieuse et qui implique qu'un vaccin déclenchera une réponse immunitaire. Donc, on ne confère pas une immunité complète, mais on stimule une réponse immunitaire. Comme durant le Covid, les inoculations pratiquées durant cette période-là avaient pour but d'obtenir une réaction immunitaire avec la protéine Spike, qui ne conférait pas d'immunité complète du tout. Vous voyez la nuance ? Avant, on parlait d'immunité réelle et complète. Maintenant, on parle surtout de réaction immunitaire. Cette nouvelle définition correspond beaucoup plus à ce qu'on appelle les thérapies géniques, par exemple, qu'à un vaccin traditionnel. Exemple plutôt frais, encore dans les mémoires et les veines de beaucoup, les fameux vaccins pour le Covid-19 qui ressemblaient étrangement à des thérapies géniques. Et là, on arrive à un sujet sérieux. Quand on provoque une réaction immunitaire forte, sans vérifier l'état de santé de la personne, sans savoir combien de temps le corps va produire ces protéines en question, on prend un risque. Ça peut entraîner des maladies auto-immunes où le système immunitaire trop stimulé commence à s'attaquer au corps lui-même ou encore des inflammations chroniques et j'en passe, parce qu'il y a beaucoup de choses. Par le passé, j'ai travaillé dans le domaine médical et je peux vous donner un exemple concret. Quand on embauche quelqu'un dans le milieu médical, on ne lui demande pas directement « va te faire vacciner contre l'hépatite B ». On lui demande d'abord de faire une prise de sang pour vérifier ses anticorps. S'il en a assez, on ne vaccine pas. S'il n'en a pas assez, alors seulement là, on vaccine. Pourquoi ? Parce que vacciner inutilement peut entraîner des conséquences sur la santé, parfois irréversibles. Alors pourquoi, pendant le Covid, a-t-on demandé à tout le monde de se faire vacciner sans aucun contrôle des anticorps ? Et pourquoi leur demander tous les 6 mois sans vérification non plus ? Ça reste une question que je me pose et je trouve le principe plutôt dangereux, inconscient et irresponsable de la part du gouvernement. Bref, pour conclure, ma réflexion aujourd'hui est la suivante. Je pense que derrière cette succession d'alertes sanitaires, il y a une volonté de renforcer considérablement le pouvoir de l'OMS, pour qu'elle puisse un jour imposer des règles sanitaires dans le monde entier et les faire appliquer. Et quand on regarde qui finance le plus cette organisation, on comprend que ce ne sont pas seulement les États, mais aussi de très gros acteurs privés. J'avais cherché, une grosse partie c'est l'État, effectivement les États. Par contre, il y a une autre grosse partie où c'est la fondation Bill et Melinda Gates. C'est que son truc. Et maintenant, complotons. Imagine que l'OMS ait vraiment tous les pouvoirs sur les pays du monde. Elle pourrait déclarer une urgence sanitaire. Et après ça, tout le monde devrait suivre. Fermer ou ouvrir les frontières grâce au pass sanitaire. Et quand je dis frontières, ça pourrait même concerner des régions ou des départements. Pourquoi pas ? Dans ce scénario, l'OMS lance une alerte mondiale. Résultat, tout le monde a son pass sanitaire activé en permanence pour se déplacer en ville ou entre les pays. Par ce biais, l'OMS contrôlerait aussi l'économie du pays, d'une région ou d'une ville. Surtout qu'aujourd'hui, la définition d'une alerte pandémie a changé. Plus besoin de beaucoup de morts comme avant 2009. Donc, si vous vous rappelez, c'était la période de la crise de la fameuse grippe H1N1. Mais bon, à ce moment-là, ça avait changé. Il suffit d'une contagion maintenant importante, même si c'est pas très grave ou mortel. Juste ça et vous avez une alerte pandémie. Du coup, je vous laisse imaginer toutes les maladies pouvant permettre de déclarer une alerte pandémie. On pourrait se dire que l'OMS commencerait par une alerte épidémique, pour une zone plus petite, avant d'aller jusqu'à la pandémie. Mais en réalité, le processus serait quasiment le même, juste un périmètre plus réduit. T'imagines bien, si on déclenche ces alertes tous les 4 matins, à force, les gens s'y habituent, se résignent et attendent la prochaine alerte, telle une saison de trop d'une série Netflix. Et au final, le pass sanitaire deviendrait permanent, actif, H24, tous les jours, même sans urgence réelle.
transformant son utilisation exceptionnelle en une utilisation obligatoire, puis par la loi. Ce pass serait forcément lié à l'identité numérique, comme l'EIDAS ou EIDAS, qui est le portefeuille numérique européen, qui regrouperait tout, carte d'identité, passeport, carte vitale, permis de conduire, carte grise, justificatif de domicile, etc., etc. Avec ça, oui, l'OMS aurait un pouvoir énorme sur l'économie, la politique et la société partout dans le monde. Et franchement, ça marcherait, hein, parce que la santé est l'argument le plus efficace pour faire plier les gens. Quand on leur dit qu'ils peuvent tomber malades ou mourir, même si le danger est invisible, tout le monde devient docile. C'est plus fort que les hausses de prix ou les baisses de salaire qu'on voit arriver petit à petit à chaque fois. Ajoute ça à l'euro numérique, ou plutôt digital euro comme ça s'appelle, une monnaie 100% numérique gérée comme une banque en ligne. Elle pourrait suivre et classer tes achats. À ce moment-là, on peut facilement imaginer que, selon les alertes de l'OMS, comme ça s'est passé durant la période Covid, on limite ce que tu peux acheter. Seulement les produits essentiels, comme pendant la période Covid, ou même interdire certains achats venant de l'étranger pour des raisons dites sanitaires. Bon, là, c'est une vision extrême, hein, mais elle pourrait être possible, hein, avec ce qui arrive et le tout numérique. Bon, voilà où j'en suis dans ma pensée. C'est une réflexion ouverte. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je trouve important qu'on s'en pose des questions. Et puis ça fait cogiter en plus, ça fait réfléchir, et ça c'est chouette. Bon, allez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, vous en commentaire, quel avenir vous voyez pour l'OMS, qu'est-ce qui vous fait tiquer, qu'est-ce qui vous interroge sur l'OMS, et puis voilà, vous me laissez ça en commentaire et je vous lirai, ça sera très intéressant, je me demande bien ce que vous en pensez, si vous pensez différemment, auquel cas j'apprécierai aussi. Hein. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Donc, bisous!